D'abord, c'est un grand plaisir d'être là. Je suis très content. C'est aussi beaucoup d'émotions. La dernière fois où j'ai pris la parole publiquement à propos de l'attentat, c'était le 19 septembre 2019, lors de l'hommage national aux victimes du terrorisme. À l'époque, l'hommage national était organisé par les associations de victimes. Il y avait la FENVAC, la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, et puis la FVT, l'Association française des victimes du terrorisme. C'était les associations de victimes qui organisaient l'hommage national. C'était avant que Emmanuel Macron n'instaure la journée d'hommage national, où il n'y a plus de prise de parole. C'était donc la dernière fois qu'il y avait des prises de parole de victimes. Donc j'avais pris la parole. C'est Guillaume de Saint-Marc qui est porte-parole de la FVT. Il m'avait dit en 2017, dans 2 ans, ce sera les 30 ans, tu prendras la parole. D'accord ? Très bien, bel exercice. Donc lors de cette prise de parole, j'avais d'abord remercié Guillaume pour avoir sollicité mon témoignage à l'occasion de ce dernier hommage national aux victimes du terrorisme du 19 septembre. J'avais donc évoqué la mémoire de Jean-Paul, médecin, parti au Soudan en mission humanitaire avec MSF le 12 octobre 89. Lors de cette prise de parole, j'avais donc rappelé le contexte africain, politique et terroriste de l'époque. J'avais rappelé qu'à peine un mois plus tôt, l'attentat du DC-10 avait suivi de 15 jours la signature du compromis d'Alger, qui anéantissait toute possibilité d'un règlement bilatéral du différend territorial entre Tripoli et N'Djamena sur la question de la bande d'Aouzou, et qui anéantissait aussi toute possibilité que la France puisse y jouer un éventuel rôle arbitral. J'avais rappelé également que le coup d'État d'Omar el-Béchir, le 30 juin, avait préservé l'accord militaire entre Khartoum et Tripoli. On ne savait pas encore que le prochain chef de l'État tchadien serait Idriss Déby. Son ascension devait se faire dans le plus grand secret. Il avait fait son action du 1er avril 7 mois plus tôt et il était au Darfour, la province de l'Est soudanais, frontalière avec le Tchad. Il regroupait autour de lui les forces politico-militaires du mouvement qui allait bientôt être le MPS, le Mouvement Patriotique du Salut. MSF notait qu'il n'y avait jamais eu dans la région un tel niveau d'activité guerrière. Au Soudan, la rébellion de John Garang luttait contre la politique islamique de Khartoum depuis 1983. Le conflit sud-soudanais avait pourtant failli trouver son issue en mars 1989, mais Omar el-Béchir avait renversé le régime de Sadek el-Mahdi le 30 juin, anéantissant les conditions de la paix pour le Sud et changeant la donne géopolitique de la région. Lors de cet hommage, j'avais donné la parole à Jean-Paul à travers une des lettres que nous avons reçues de lui. Il s'adressait alors à sa sœur. Cette lettre est dans le livre. J'ai lu toutes les lettres de Jean-Paul dans le livre. Il écrivait le 12 novembre à Nicole. Nicolettine. Elle est où ? Ça sonne comme une friandise. Continue toute œuvre, si simple, modeste soit-elle. Je serai fier de toi. Et sincèrement, tes compositions sont valables. Va jusqu'au bout de ton doute. Si quelque chose ne te plaît pas, ne lâche pas prise, tant que tu n'as pas le sentiment que le résultat a atteint sa maturité, sa plénitude. Pour chaque chose, j'essaie de le faire. Chaque fois qu'un échec, une erreur me pose un problème où ma responsabilité est engagée, je me trouve toujours devant ce constat. Tu n'es pas allé assez loin. Tu n'as pas assez exploité ce sentiment que l'on ressent parfois dans le déroulement d'un événement quelconque. Le doute. Il faut exploiter le doute. Lui aboutit à la réalisation de choses pleines, sans ambiguïté. Lui est le moteur du travail. Ce doute, on le nomme aussi désir de bien faire ou autre chose. Le fait est là. Il pousse au travail, immanquablement. Ici, la situation politique se bloque terriblement. Hier, des civils, 20,
ont explosé sur une mine anti-char. Tu verras avec Pascal pour les détails. La guerre devient plus intense. Le gouvernement nous mène la vie dure. On ne sait pas vraiment ce qui se passera demain. Nous ne risquons rien en théorie. Il a fallu des blessés graves pour que l'autorisation de vol arrive. Et l'avion repart demain pour le sud, puis Khartoum, d'où la lettre partira par le prochain vol de Paris. Ne fais pas trop de frais sur la voiture. Essaie de voir avec notre père. J'espère que tu as pu voir la maison de Bretagne. La saison n'est plus vraiment propice. Au printemps, ce sera bien. On va encore faire un beau boulot pour la transformer en havre de paix. Le travail ne me fait pas peur, surtout depuis ce que je vois depuis un mois. Les petits problèmes de notre contrée civilisée sont des balivernes d'enfants gâtés. À 20, 30 et plus années de ma vie, on peut bousculer des montagnes. Je travaille avec des gens qui ont vécu sous les bombes, les roquettes au Liban, au Tchad, au Nicaragua. Ce sont des âmes sensibles, mais solides. On sait rire, même dans le pire des cas. Bien sûr, nous ne sommes pas touchés personnellement, mais les problèmes sont énormes. J'étais très heureux de recevoir ta lettre. Ce n'est pas une parole de politesse. C'est incroyable l'importance que prend ce genre de détails. Les journaux, ce qui se passe en France, voir que les gens bougent, travaillent, font la révolution dans la vie. L'hôpital d'Amboise m'a aussi adressé du courrier, et les parents. Tu peux m'écrire si tu veux, mais les liaisons sont aléatoires. Il faut faire comme si tout marchait bien. C'est ce que j'ai appris ici. Je t'embrasse tendrement, ma chère sœur. Merci pour le stylox et la photo. Mille bises. Il écrivait le même jour à nos parents: puissiez-vous comprendre combien il est intolérable de voir la misère du monde naître de la stupidité des hommes. L'avion qui ramenait mon frère, Dawil, à Khartoum, a été abattu par un missile le 21 décembre 1989. À travers ces lettres, la parole de mon frère reste parmi nous et ô combien présente. Et je rappellerai que cet attentat, lors de ma prise de parole, je rappelais que cet attentat faisait maintenant partie d'une histoire qu'il nous restait à écrire. Je m'étais alors adressé aux victimes du terrorisme, autant qu'aux représentants de l'État. J'avais d'abord cité la parole du chef de l'État de l'époque lorsqu'il évoquait les guerres coloniales de la 4e République dans son texte de 1964. Dans le silence du pouvoir, l'échec de la France apparut comme un défi au sacrifice des morts, à la peine des vivants. De l'héroïsme dissipé, presque moqué, de nos soldats, surgirent la colère, puis la révolte. Fallait-il attendre autre chose ? On ne gaspille pas impunément le prix du sang. À nos représentants de l'État, j'avais rappelé une chose: les mandats passent, les victimes restent. Aussi, je lançais un appel aux victimes du terrorisme. Nous sommes les dépositaires du sens de l'histoire, leur ai-je dit. L'histoire ne s'écrira plus par les universitaires, les chercheurs du CNRS, les diplomates ou les hommes politiques. Elle s'écrira par les victimes du terrorisme. Les victimes de ces actes que les anglo-saxons appellent « political violence », des actes de violence à caractère politique. L'écriture de cette histoire est un immense chantier, un travail colossal, avais-je dit, qu'il nous faudra écrire ensemble. Il nous faudra pour cela interroger sans relâche tous les organes de cette communauté nationale, la justice, les représentants de l'État, les médias, et traquer le terrorisme partout où il se cache. C'est un long chemin, avais-je dit, mais il m'est apparu qu'il est pour nous la seule voie de salut, la seule à la hauteur de notre devoir de mémoire, la seule pour honorer la mémoire de nos morts. Je soulignais, ils ont droit à la mémoire, et cette mémoire particulière croise ô combien la mémoire collective. Notre devoir de mémoire est au service de notre vivre ensemble, de notre communauté nationale et de son droit de savoir. Pour aller ensemble vers un avenir commun, nous devons ensemble apprendre quel est notre passé. Voilà ce que je disais à ma prise de parole le 19 septembre 2019. Aujourd'hui, le 15 octobre 2022, je suis parmi vous pour diffuser cette mémoire, la transmettre, et je suis profondément heureux de commencer cette diffusion à Charroux,
auprès de ceux qui ont connu Jean-Paul, ceux qui connaissent notre famille, ceux qui nous ont soutenus malgré toute l'incompréhension du crime, ceux qui ont connu toutes les répercussions dans notre famille. Il y a eu la mairie, qui fut le siège du comité de soutien Jean-Paul Bescon, que nous avons créé en 91, nos voisins, qui nous ont aidés à travers ce comité à récolter des témoignages des gens qui ont connu Jean-Paul. Je suis heureux d'évoquer mon frère avec vous. Chacun a un souvenir, on en parlait tout à l'heure. Josiane, que j'ai eu au téléphone, me disait ce souvenir de Jean-Paul à l'école primaire de Charot. Un enfant un peu timide mais bon élève. Marianne m'a donné une photo où elle est avec son frère Laurent à la fête du cheval à Neuvy, en 65 avec Jean-Paul. Il avait 9 ans. La photo est là. Les souvenirs de ses amis du lycée, de la fac, que nous avons récoltés en 91 sont consignés dans le livre. Les miens également, ainsi que mes documents, les démarches de ma famille, ce que l'on nous a dit au Quai d'Orsay, à l'Élysée, après l'attentat, le témoignage des témoins. Se trouve aussi tout mon parcours jusqu'à ma compréhension de cette affaire en 2014. Dans ce parcours, il y a la pièce de théâtre, Exécuteur 14, que j'ai joué à Charot en 2010. Je me souviens de M. Ballon, il est où, M. Ballon est là, qui était à côté de ma mère en 2010, dans la salle polyvalente. Cette représentation de la pièce d'Adèle Hakim a été une étape dans mon parcours. Et c'est aussi à ce moment-là que la plainte pour acte de terrorisme a été déposée au parquet de Paris. C'est à la suite des représentations d'Avignon, de la pièce, que j'ai adhéré à l'AFVT, l'Association française des victimes du terrorisme. Et c'est ainsi que Christopher Carr a pu me retrouver, m'apportant encore de nombreux éléments. Tous ces éléments sont consignés dans mon livre, et maintenant, je vous invite à les partager et à les transmettre. Et je suis heureux, monsieur le maire, que mon livre soit maintenant disponible pour tous à Charot. Le livre pour la mairie, il est là-bas, je vous le donne. Avec plaisir. Jean, vous voulez dire un mot peut-être? Bon, après tout ce que vous venez de dire, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Je me souviens qu'à l'époque, on était intervenu auprès du préfet, M. Rodel, pour avoir une médaille de reconnaissance, quelle qu'elle soit, pour votre frère. Je pensais qu'à l'époque, il y avait une médaille nationale qui rendait hommage aux activités de médecine. En fait, ça n'existait pas. J'ai retrouvé ça avec la lettre que je lui ai faite d'ailleurs, à l'issue de laquelle il nous avait répondu qu'il allait lui remettre la médaille du ministère de l'Intérieur, je pense, parce qu'il a eu ça, et qu'il était d'accord pour venir. C'était début 91, je pense, janvier. Il y avait un an, pratiquement un an, janvier 91. Et il était venu à une messe qui avait été célébrée par le Père Kemp, je me souviens, de l'école Saint-Cyr avec Soudain. Et il y avait une de vos sœurs qui avait. C'était vous qui est musicienne, qui avait chanté. Chacun se tenait par la main pendant justement l'évocation de ce que vous aviez écrit et composé. Et puis ensuite, on s'était rendu au cimetière pour déposer la médaille et puis honorer la mémoire de votre frère. C'était un peu notre participation à l'événement qui nous avait beaucoup marqué. Moi, je vous connaissais moins parce qu'il n'y a pas très longtemps que j'étais à la mairie. Mais bon, votre environnement, votre voisinage témoignait de la valeur de la famille. Après que j'ai mieux connu au travers des démarches de votre père en particulier, de votre mère, que j'ai vu pour la dernière fois d'ailleurs au cours d'une remise de colis CCAS il y a, quand c'était en 2019 peut-être, elle est décédée en 2018. 2018 oui. En 2017 derrière le dernier colis. Voilà, c'était le dernier contact qu'on avait eu. Mais c'est vrai que le drame qui a marqué votre famille, vos recherches, l'angoisse de vous, de vos parents, les démarches de votre père, qui a beaucoup œuvré pour essayer d'avoir une bribe de vérité, nous avait beaucoup marqué. J'y pense d'autant plus maintenant que
j'ai une petite fille qui fait des études de médecine, qui était justement au Togo pendant les vacances d'été. Elle a passé 6 semaines là-bas, dans un peu l'équivalent du dispensaire où était votre frère, à Hawaï. Elle était en brousse, pas très loin du Mali d'ailleurs, avec l'angoisse, un peu les inquiétudes qu'on peut nourrir. J'ai toujours en mémoire justement le drame qui était arrivé à votre frère. Et à l'époque, j'étais en Afrique en plus. Donc, j'étais un peu au courant de ce qui se passait historiquement sur le côté. Voilà, c'est bien d'avoir fait ce témoignage. Je ne l'ai pas parcouru, mais je le regarderai avec beaucoup d'attention. Et puis, je vous souhaite tout le succès que je pense qu'il mérite. Merci. Merci. Voilà. Monsieur Bescon, merci. Merci pour la commune de Charroux. Je pense que Jean Ballon a aussi dit beaucoup de choses importantes après ce que vous aviez dit. Je me permettrai de dire la dédicace, pas tout de suite, parce que ce serait un moment peut-être trop émouvant. Je vous remercie en fait parce que dans la transmission, les écrits restent. La transmission orale, on la connaît tous, on la vit tous, elle a une tradition chez nous, mais ça, le poids des mots que vous avez couchés ici, restera. Moi, j'en suis que le dépositaire aujourd'hui, mais les élus qui sont là, je les remercie d'être là d'ailleurs cet après-midi, transmettront aussi ce que vous avez dit tout à l'heure. On ne remplace pas la perte d'un frère, surtout dans des conditions aussi tragiques que celles que vous avez vécues. Ça nous rappelle que ce monde est un monde impitoyable quand on sort un peu de notre France gâtée. Votre frère l'avait écrit à votre sœur. On ne se rend pas compte de la chance que nous avons, nous, ici, en France, à Charroux ou ailleurs, d'habiter ce beau pays libre. Nous avons, nous, un centre de transit de réfugiés qui est installé à Charroux depuis 2 ans. Nous avons des familles de centrafricains qui viennent du Tchad, qui viennent du Mali, du Togo. Quand on les reçoit en mairie pour leur faire l'accueil républicain, pour leur expliquer que la France c'est liberté, égalité, fraternité, laïcité. Quand on explique à ces femmes devant nous qu'ici elles sont l'égale des hommes, elles ouvrent des grands yeux. On ne se rend pas compte de ce que vivent ces populations, alors en Afrique ou ailleurs, mais quand elles sont en guerre. Nous avons la chance à Charroux, dans l'école de Charroux, de scolariser pour un temps assez court des enfants qui sont nés dans les camps de réfugiés. Dans les camps de réfugiés où votre frère devait sûrement prodiguer des soins. Donc merci. Merci à vous. Un grand plaisir pour vous. Merci à vous. Et puis, dès que je l'aurai lu, je le passerai à Jean Ballon. Comment? Dès que je l'aurai lu, je vous le passerai. Oui. Je le prendrai. Oui, mais il y a la dédicace. La dédicace, elle est adressée, je pense, à... D'accord. À Charroux, À Charroux. à la ville de Charroux et à tous les Charroustais. Voilà, c'est important. Je vais la lire. Maintenant, je vais la lire. Je vous en prie. Bon, bah, c'est ce qu'on a dit. Ah. C'est parfait. Ah. C'est parfait. Merci. Merci pour la commune. Merci beaucoup.